Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Scott Ritter, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Scott. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais commencer par ce qui se passe en ce moment. On avait le protocole d'accord, le fameux MOU. On savait que les questions autour de ce MOU étaient complexes. Aucune des lignes, aucune des clauses n'a été respectée. En fait, elles ont toutes été violées, avant même que les deux parties annoncent officiellement la fin du MOU. Les États-Unis ont rétabli le blocus dans le détroit d'Ormuz. L'Iran fait la même chose de son côté. Et hier, un pétrolier turc a été coulé dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Je vais vous montrer les images de ce navire. I'm going to show you the footages of that ship. But before getting there, Scott, here is the target. Mais avant d'en arriver là, Scott, voici les cibles. Les cibles des États-Unis sont à peu près les mêmes. Ils répètent les mêmes frappes dans le golfe Persique. L'une des principales zones, c'est la Syrie. Et voici l'une des vidéos tournées hier en Syrie. Ils ont frappé un centre de commandement militaire, quelque chose de ce genre, en Syrie. Et voici les images. L'autre point important, c'est qu'hier on a vu des images venant de Bahreïn. Elles montrent ceci. Scott, j'aimerais savoir comment tu comprends ça. Pour moi, on dirait un système de défense aérienne, parce que ça monte, puis ça redescend. Quelle est ton interprétation de ces images? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel ici? What is your understanding of this footage? What has happened in the sky here? That looks like a Patriot missile that self-destructed. On dirait un missile Patriot qui s'est autodétruit en plein vol. On dirait que c'est le carburant du missile Patriot. Le corps du missile a simplement explosé, il a détonné, et on voit des morceaux de carburant flotter dans l'air avant de retomber au sol. Je ne sais pas. Enfin, au fond, il faudrait que je voie toute la séquence pour bien comprendre. Mais franchement, ça ressemble à une défaillance spectaculaire du propulseur à propergol solide du système Patriot. Parce que vous voyez les missiles, d'une certaine façon, monter puis redescendre. Ce n'est pas une ogive à sous-munitions. Tout ne retombe pas en même temps. Il y avait des suppositions disant que c'était une bombe à sous-munitions ou une ogive de ce type qui redescendait. Je veux dire, ça pourrait aussi être un système d'autodestruction. Si c'est un missile qui monte puis redescend, ça laisse penser que c'est un missile de défense aérienne qui a perdu sa trajectoire. Et peut-être qu'il y avait un mécanisme d'autodestruction à bord qui a fait exploser le propulseur pour éviter que le missile ne s'écrase sur des habitations civiles ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Encore une fois, on a juste vu un petit extrait vidéo. Je ne peux pas vous dire avec certitude ce que montre exactement cette séquence. Mais pour moi, en essayant d'expliquer ça, on dirait plutôt une défaillance du propulseur, d'une manière ou d'une autre. L'une des principales cibles, la nuit dernière, c'était l'attaque contre le Koweït. Les Iraniens ont dit qu'elle visait Halliburton, une société de services pétroliers et de logistique qui a des contrats avec le gouvernement américain. Ils appellent ça les contrats KGL. On le voit d'ailleurs sur cette image. Alors pourquoi cette cible précisément? Quelle était la raison principale de cette frappe? Selon eux, le corps des gardiens de la révolution islamique considère que c'est l'un des plus gros fournisseurs militaires américains au Koweït et même l'un des plus importants du Moyen-Orient. C'est ce site-là qui a été touché. Et puis, on a reçu cette photo de la NASA qui confirme que l'incendie dans cette zone a bien été provoqué, semble-t-il, par des drones iraniens. Un drone a frappé la cible. C'est là toute la complexité de la situation. Plusieurs cibles ont été touchées, en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. Et l'utilisation des HIMARS, c'était 2 ou 3 nuits plus tôt. On avait déjà vu des tirs de HIMARS depuis le Koweït et Bahreïn, visant des objectifs dans l'ouest de l'Iran. Alors, comment voyez-vous le champ de bataille aujourd'hui? Je vois le champ de bataille évoluer dans une logique d'escalade. Je remarque aussi qu'on met beaucoup l'accent sur les HIMARS.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'armes de frappe à longue portée. Du coup, les cibles qui sont à portée des HIMARS seront frappées par les HIMARS pour qu'on puisse garder les munitions livrées par voie aérienne pour d'autres, disons d'autres objectifs. Donc cet accent très fort mis sur les HIMARS, dès le début de la campagne, montre qu'il y a un problème de pénurie d'armes. Et c'est encore une fois l'un des problèmes ici. Alors, qu'est-ce que les États-Unis essaient vraiment d'accomplir avec cette campagne? Ils avaient 39 jours pour briser l'Iran, et ils n'y sont pas parvenus. Rappelez-vous, c'est les États-Unis qui ont cherché le cessez-le-feu. Donald Trump lui-même a reconnu qu'on avait dû signer le protocole d'accord parce qu'on n'avait pas le choix. On est à court de pétrole et on n'avait pas les moyens militaires de changer le fait que l'Iran contrôlait le détroit d'Ormuz. Vous savez, J.D. Vance a reconnu que le protocole d'accord n'était qu'une mascarade, que le but depuis le début, c'était juste de gagner du temps pour stocker du pétrole. C'était aussi pour gagner du temps afin de déployer des armes venues d'autres régions du monde vers le Moyen-Orient. Mais les États-Unis ont gagné au maximum 3 semaines, 21 jours. Alors maintenant, on va essayer d'accomplir en 21 jours ce qu'on n'a pas réussi à faire en 39, vaincre l'Iran. Et l'Iran, de son côté, a eu le temps d'analyser complètement la précédente campagne aérienne, de comprendre les priorités de ciblage, la précision des frappes. Vous voyez, nous, les citoyens, on est là, on écoute ce qu'on nous dit, que les États-Unis ont frappé ceci, cela, et encore autre chose. On ne sait pas ce que les États-Unis ont frappé. Vous savez qui le sait exactement? L'Iran. Eux, ils savent tout. Et donc maintenant, encore une fois, ils ne sont pas idiots. J'ai vu les Irakiens faire exactement la même chose après la guerre du Golfe. Ils font une évaluation complète des cibles touchées par les États-Unis, des dates, de tout. Ils savent ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, ils n'ont pas besoin de connaître les renseignements dont disposaient les Américains. Ils peuvent les reconstituer à l'envers. Disons que c'est une cible importante. Ils peuvent se demander comment les États-Unis ont découvert cette cible. Qu'est-ce qui a pu les alerter? Ensuite, ils font une enquête de contre-espionnage et renforcent leur sécurité opérationnelle pour réduire l'exposition de leurs cibles à l'avenir. Mais ils regardent aussi les endroits que les États-Unis ont frappés et qui n'ont rien à voir. Je dirais que 80% des cibles frappées par les États-Unis n'avaient strictement rien à voir avec quoi que ce soit. On a juste fait exploser des bâtiments vides. Alors maintenant, ils vont devoir déterminer si c'était simplement une mauvaise cartographie de la part des États-Unis, un programme généré par une intelligence artificielle qui parcourt des cartes à la recherche de quelque chose d'utilisable, ou bien si c'était un site ayant une importance historique. C'est une façon de le découvrir. Prenons l'école Manab, par exemple. On sait que l'école Manab est devenue une école en 2016 et que les États-Unis le savaient. Donc, quel que soit le programme de ciblage utilisé, il exploite des données antérieures à 2016 s'ils affirment que c'était un quartier général de missiles. Et je pense que les Iraniens ont fait leur vérification et qu'ils ont ajusté en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, au juste? Si 80% de nos cibles ne touchent rien, ça veut dire que notre renseignement n'est pas si bon que ça. Certains diront peut-être qu'on a affiné nos informations entre le 8 avril et aujourd'hui, et qu'on comprend mieux ce que font les Iraniens. Peut-être que les Iraniens ont commis une erreur. Peut-être qu'il y a quelque chose que les États-Unis exploitent. Mais j'en doute. Je pense simplement que les États-Unis sont retombés dans leurs vieilles habitudes. Et qu'une fois de plus, ce qu'on fait n'a aucun effet sur la capacité de l'Iran à réagir. Est-ce que ça fait souffrir l'Iran? Oui, chaque bombe larguée provoque de la douleur, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est le genre de douleur qui va pousser l'Iran à céder? Parce que c'est bien ça qu'on veut en ce moment, que l'Iran cède.
On veut que l'Iran reconnaisse, en gros, que les États-Unis ont gagné cette guerre et qu'il va se plier sur tous les points sur lesquels Donald Trump exige qu'il se plie. Ça n'arrivera tout simplement pas. On n'a pas la capacité militaire pour que ça se produise. Donc maintenant, il faut se demander pourquoi Donald Trump a-t-il relancé tout ça? C'est la vraie question. Parce que si toutes les analyses rationnelles mènent à des résultats irrationnels, c'est-à-dire qu'on n'obtiendra pas ce qu'il veut en relançant une campagne militaire qui a déjà échoué la première fois, même avec de meilleures armes, de meilleurs équipements, une meilleure préparation. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire que cette fois ça marcherait? Einstein a dit, ou du moins on lui attribue cette phrase célèbre, « La folie, c'est de faire la même chose encore et encore, en espérant un résultat différent. » Eh bien, clairement, si on s'attend à briser l'Iran cette fois, alors que rien n'a changé, c'est de la folie. Et je ne pense pas qu'on soit dirigé par des gens fous. Je pense qu'on est dirigé par des gens désespérés. Et on en voit à nouveau les signes. Avec Donald Trump, il a dû signer le protocole d'accord. Il a dit « j'ai dû le signer ». Du désespoir, tout simplement. Il n'avait pas le choix. Il a signé un document qu'il n'aimait pas, mais il fallait le faire pour relancer la production de pétrole. Donc oui, on sait qu'il y a du désespoir aujourd'hui. Alors, d'où vient ce désespoir? Il a besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. C'est ça qu'il veut. Le détroit d'Ormuz ouvert, mais à ses conditions. Il ne peut pas donner l'impression de céder ce détroit à l'Iran. Parce que maintenant, on crée un précédent qui montre que, vous savez, d'autres détroits stratégiques dans le monde peuvent eux aussi être pris par des acteurs régionaux. Et ça remet en cause la conception américaine du contrôle des mers. C'est pour ça qu'on insiste autant sur la liberté de navigation. Mais l'Iran affirme désormais que le détroit lui appartient. Donald Trump doit changer, pas la réalité, parce que ça, on ne peut pas. À moins que l'Iran soit vaincu et qu'il rende le détroit à quelqu'un d'autre qu'à lui-même, ça n'arrivera pas. L'Iran aura toujours la capacité de prendre le contrôle du détroit ou de le perdre. Donc, il faut changer la perception. Et on a encore quelques indices là-dedans. Qu'est-ce que Donald Trump a publié, par exemple? Il a dit « Je prends le contrôle du détroit. Je prends le contrôle, je suis le gardien du détroit d'Ormuz. » Je veux dire, les gardiens de la galaxie, je sais pas, c'est qui alors? Rocket Raccoon? Star-Lord? Lequel il est? Bon, j'adore ce film, hein? Mais le point, c'est qu'il a posé sa marque, puis il a mis un prix. Parce qu'avant, il disait que c'était ridicule, scandaleux, que des gens fassent payer pour passer par là. Et maintenant, il dit non. Moi, je vais faire payer 20%. Et là, tu te dis d'accord, on peut critiquer Donald Trump. Je le fais souvent. En fait, je le fais tout le temps. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, ni avec à peu près rien de ce qu'il dit, il est arrivé là où il est parce qu'il est rusé comme un renard. Je veux dire, ce n'est pas un bon homme d'affaires, mais c'est un homme d'affaires new-yorkais. Ce qui veut dire qu'il fonctionne avec des menaces, du bluff, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il revient à ses racines, qu'il y va avec une entrée en force, vraiment une entrée en force. D'abord, il faut comprendre qu'il vient de légitimer le fait de mettre un prix sur le passage par le détroit, alors qu'il disait auparavant que c'était illégitime. Il vient de le légitimer. Il a dit « non, c'est comme ça ». Et ça, c'est important, parce qu'il vient de donner raison aux Iraniens. Il leur a dit, enfin, attendez une seconde, j'ai quelqu'un qui m'appelle, mais il leur a dit « non, vous avez raison, vous pouvez faire payer, mais c'est nous qui faisons payer ». Et ça, c'est un point important. Personne n'en parle. Personne ne parle du fait que Donald Trump vient de changer la donne. Et maintenant, on a mis un prix là-dessus. C'est un prix beaucoup trop élevé.
Les Iraniens disent « nous, on fait payer bien moins ». Mais ce n'est pas ça, le sujet. Le vrai sujet maintenant, c'est que Donald Trump essaie d'avoir sa part du gâteau. C'est du Donald Trump tout craché. Il veut sa part du gâteau. Alors comment il compte s'y prendre? On ne le sait pas encore, parce qu'on en est au tout début des négociations. Mais je pense que l'objectif ici, c'est de provoquer assez de perturbations économiques en Iran pour que les Iraniens finissent par accepter une sorte d'accord de compromis. Un accord qui permettrait à Donald Trump de sauver la face, de dire « j'ai négocié ma part du gâteau, je suis le plus grand président du monde, personne n'est meilleur que moi ». Maintenant, on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera. J'ai quelques idées, parce que je ne pense pas que l'Iran va céder sur sa volonté de garder le contrôle. Mais on sait que l'Iran était prêt à accorder une concession à Oman. Ils ont dit qu'Oman pouvait contrôler la route sud à travers le détroit et qu'Oman pouvait percevoir les revenus. Donc peut-être qu'un futur compromis possible serait que Donald Trump obtienne une part de l'affaire omanaise. Pas de l'affaire iranienne, mais bien de l'affaire omanaise. Mais le contrôle irano-omanais du détroit repose toujours sur le fait que c'est l'Iran qui décide de ce qui passe, quand ça passe et comment ça passe. Ça pourrait être un moyen de sauver la face, parce qu'il n'y a rien d'autre qui tienne debout, parce que Trump ne va pas gagner. Et s'il cherche à avoir le contrôle total du détroit, il ne l'aura pas. Et l'autre réalité, c'est que les pressions que Donald Trump a subies pour relancer le protocole d'accord en avril sont encore plus fortes aujourd'hui. Vous savez, c'est pas seulement une question de pétrole pour l'essence ou le diesel. Je pense que la plupart des Américains se disent « bon, tout tourne autour du prix de l'essence à la pompe ». Eh bien oui, en partie, mais c'est bien plus large que ça. Une grande partie des engrais utilisés dans le monde viennent du Moyen-Orient, les matières premières, le soufre, l'ammoniac. Tout ça, ce sont des sous-produits du raffinage du pétrole. L'hélium aussi, un élément essentiel. Et tous ces produits, ils n'arrivent pas sur le marché. Ils ne sont pas arrivés sur le marché. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde dehors, je vois des champs cultivés dans ma région. Ça veut dire que les semis ont été faits. Beaucoup. Ici, énormément. Ici au Brésil, vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe si ces cultures n'ont pas d'engrais? On a des récoltes qui échouent. Et ça va arriver. Alors oui, les saisons de plantation ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Mais le problème, c'est que les engrais ne sont tout simplement pas produits en quantité suffisante pour soutenir le rythme agricole nécessaire à nourrir 8 milliards de personnes. 8 milliards, c'est à peu près la population mondiale aujourd'hui. Et si on ne produit pas assez de nourriture, qu'est-ce qui se passe? Les gens meurent de faim. Et quand les gens commencent à mourir de faim, on voit apparaître des migrations massives, parce que personne ne reste assis à attendre la mort en silence. Les gens se déplacent. L'Europe va être submergée, littéralement submergée, par des migrants désespérés venus d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, qui iront tous en Europe pour pouvoir manger. S'ils ne peuvent pas manger la nourriture européenne, eh bien, ils mangeront les Européens, parce qu'il faudra bien qu'ils mangent quelque chose. Vous savez, la Russie, ça va. La Russie produit ses propres engrais. Elle ne manquera jamais de ce genre de choses. Les États-Unis, ça va aussi. L'Europe, ça va, jusqu'à ce qu'elle soit submergée. Mais le reste du monde, lui, a besoin de tout ça. Et c'est justement ce que Sergueï Lavrov a souligné lors de son voyage en Afrique. Il a dit « Vous allez mourir de faim à cause d'eux, à cause des États-Unis, à cause de l'Ukraine. Ce sont eux. L'Ukraine empêche que nous puissions vous envoyer de la nourriture. Les États-Unis vous empêchent d'obtenir les engrais. Alors nous, on fournira ce qu'on peut, mais les sanctions américaines nous bloquent. Et franchement, ça donne pas une bonne image des États-Unis. Donc c'est pas seulement une question d'essence ou de diesel.
Il s'agit ici de ce qui rend la vie durable. On a déjà bloqué leur capacité à arriver sur le marché pendant 39 jours, voire plus. Il y a eu d'autres perturbations, on n'a pas réglé les blocages tout de suite, et ensuite ça a été un peu au hasard. Parfois ça passait, parfois non. Mais vous savez, le monde a pu souffler un peu. C'est un peu comme, je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais enfant, je faisais du body surf. Je vivais à Hawaï. J'adorais ça. Je n'étais pas très doué, mais j'aimais vraiment en faire. J'allais dans les grosses vagues, et inévitablement, la vague finit par te renverser. Et quand elle te renverse, elle t'envoie au fond. Tu rebondis sur le sable, tu tournes un peu dans tous les sens, et on t'apprend à faire une seule chose, lâcher prise, retenir ton souffle, et attendre que la vague te relâche. Ne lutte pas contre la vague, ça t'épuise. Laisse-la faire son travail, puis remonte, prends une bouffée d'air, reprends tes repères et essaie d'y retourner. Mais si la vague te maintient sous l'eau trop longtemps, au moment où tu t'apprêtes à respirer, boum, la vague suivante t'arrive dessus et tu replonges. Sauf que cette fois, tu n'as plus l'oxygène dont tu avais besoin. Là, tu es en difficulté. Alors tu attends encore. Et maintenant, tu commences à paniquer. Tu remontes, prêt à prendre une gorgée d'air. Boum, la troisième vague te frappe. Et là, tu peux te noyer très facilement. Le monde, lui aussi, est frappé par des vagues de manque de ressources. Le monde s'est pris une vague de plein fouet. Il a essayé de remonter pour respirer un peu, pour remettre des produits sur le marché, pour relancer des choses. Et son corps s'est dit « Ah, on reprend enfin une vraie bouffée d'air. » Non, pas du tout. Bam, t'es à terre. Le monde ne peut plus supporter ça très longtemps. Donald Trump se prépare à déclencher une vague massive sur la planète. Ce n'est pas seulement le marché mondial de l'énergie, c'est la survie du monde qui est en jeu. Et à un moment où la planète a besoin de reprendre son souffle, de respirer à plein poumon, elle n'y arrivera pas. Donald Trump a le potentiel de tuer des milliards de personnes. Je veux dire, s'il y a une crise mondiale, Donald Trump en sera la cause, lui et lui seul. Donc oui, c'est très grave, vraiment très grave. Et je pense que Donald Trump parie sur le fait qu'il y aura des pays qui feront pression sur l'Iran en disant « Non, il faut trouver un compromis ». Je ne sais pas quelle est la solution. Je ne sais pas si l'Iran est prêt à faire ça. Mais je parie sur le fait que la Chine, si cette guerre dure 3 semaines, va décrocher le téléphone et dire aux Iraniens « Il faut qu'on trouve un moyen de faire circuler les ressources ». La Russie, elle aussi, va dire que cette instabilité à long terme, ce n'est pas bon pour nous. On a besoin de marchés stables. Et là, tout le monde me dit « Attends une minute, Scott, la Russie gagne beaucoup d'argent quand les prix du pétrole sont élevés. 20% de son PIB vient de la vente de pétrole ou d'énergie. Mais 80% dépendent d'investissements dans une activité économique normale. Et on n'attire pas d'investissement quand les prix de l'énergie sont trop hauts. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Regarde la série Land, mec. Je veux dire, Billy Bob Thornton est incroyable là-dedans. Son personnage, et franchement, celui qui a écrit ça, certains de ses dialogues sont brillants. Ça parle de l'importance du pétrole et de tout ce qui va avec. Les prix élevés du pétrole, c'est mauvais, vraiment mauvais. À court terme, certains y gagnent, mais quand les prix redescendent, si ça chute trop bas, tout l'argent que tu as gagné disparaît. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Il faut trouver ce juste milieu. Et la Russie, elle aussi, a besoin de ce juste milieu pour que les investissements à long terme restent viables. Les gens auprès de qui la Russie cherche à attirer des capitaux, eh bien, la Russie a besoin que les marchés de l'énergie soient stables pour que la population ait une base économique solide sur laquelle construire ses investissements. Je pense que la Russie va décrocher le téléphone. La Chine va décrocher le téléphone. L'Inde aussi va décrocher le téléphone. Tout le monde va appeler en disant
Il faut qu'on trouve une issue à cette situation, exactement comme la dernière fois. Souvenez-vous, l'Iran avait adopté des positions extrêmement dures, mais ils ont quand même accepté un protocole d'accord. Ils savaient que les États-Unis allaient se retirer d'ailleurs. Ils le savaient. Mais ils ont accepté à cause de la pression politique exercée sur eux. Je pense que cette pression politique sur l'Iran va continuer et qu'à un moment, l'Iran sera contraint de proposer un compromis. Mais l'Iran ne cédera pas sur les questions majeures. Ils ne vont pas abandonner le détroit d'Ormuz. Ils ne vont pas céder sur leur programme nucléaire. Ils ne vont pas céder sur les missiles balistiques. Mais s'il y a un moyen de sauver la face, je ne sais pas. Donner à Donald Trump une part de l'affaire omanaise, peut-être. Franchement, je ne sais pas. Mais cette guerre n'a aucun sens. Aucun sens du tout. Il n'y a rien de logique dans ce conflit, parce que Donald Trump n'obtiendra pas ce qu'il veut, et il met le monde entier en danger. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il met en péril l'économie iranienne, ou même celle du Moyen-Orient. Il met en danger des milliards de vies. Des milliards de vies. Il a dit hier qu'il allait intensifier la guerre parce que sa politique de retour au blocus vise à faire pression sur l'Iran, à contraindre les Iraniens pour les forcer à accepter une sorte d'accord. Il a déclaré que s'il n'obtenait pas cet accord rapidement, il attaquerait la semaine prochaine. Il a dit qu'il frapperait les réseaux électriques, qu'il viserait les infrastructures en Iran. C'est son plan. Et quelle serait la réaction des Iraniens? Il frapperait les mêmes types de cibles. Mais voilà ce qui est intéressant. En fait, ils ont déjà un peu abandonné. On a 3 semaines de, disons, 3 phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Là, on est dans la première phase. On frappe des cibles, on fait tout exploser. Ça va pas marcher. Donc la semaine prochaine, on passe à la phase 2. Là, on vise les infrastructures énergétiques, pas la production d'énergie, mais les installations, comme la génération d'électricité, ce genre de choses, pour augmenter la pression. Et ensuite, on passe à la phase finale, la 3e semaine. Et c'est tout. Après la 3e semaine, on n'a plus rien, on n'a plus de munitions. La 3e semaine, c'est pour frapper les sites de production d'énergie, pour faire mal, comme il a dit. Donc, ce qu'il espère, c'est que les Iraniens croient qu'ils ne bluffent pas. Mais tout ce que l'Iran a à faire, c'est tenir bon. C'est tout. Tenir bon. Et nous, on n'a pas tant de munitions que ça. Vous voyez? Si j'étais à la place des Iraniens, ils savent très bien quoi faire. Les infrastructures de grande valeur, irremplaçables, il faut les retirer, les cacher, tout arrêter. Laisser les États-Unis détruire une installation qu'on peut réparer rapidement. Parce qu'il faut se souvenir que dès la 3e semaine, on n'a plus de munitions. Et si l'Iran peut se reconstituer, nous, on ne peut pas en fabriquer davantage dans ce laps de temps. Eux, ils peuvent relancer leur économie. Les Iraniens peuvent tenir le coup. Je pense que c'est ça la réalité. Alors la question c'est, vous voyez, Israël est là, comme une force encore intacte. Maintenant, Donald Trump affirme qu'il fait pression sur eux pour les empêcher d'entrer au Liban, pour régler ça. Mais en réalité, quand on n'aura plus de munitions, on dira peut-être « Israël, à vous d'y aller ». C'est la phase 4. La phase 4, c'est qu'Israël entre en scène et reprend la campagne de bombardement. Et combien de temps Israël peut-il tenir? 2 semaines de plus, peut-être, avant de manquer de munitions. Mais je pense qu'il mise sur le fait que l'Iran n'a pas la capacité de soutenir ce combat, qu'il y aura une pression politique exercée sur l'Iran et que l'Iran n'a peut-être plus de missiles. Peut-être que quelqu'un a fait une évaluation disant qu'on a détruit plus de missiles qu'on ne le pensait. Même si tout le monde dit non, les Iraniens ont beaucoup de missiles, moi je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe ici.
Mais comme je l'ai dit, c'est irrationnel. Et c'est un pari qui, s'il échoue, échouera très lourdement pour le monde. Il faut qu'on réfléchisse en ces termes. L'Iran va souffrir, c'est certain. Mais l'Iran produit sa propre nourriture. Ils importent un peu, bien sûr, mais ils ont de quoi se nourrir, ils ont de l'eau. Donc, en tant que société nationale, l'Iran ne va pas disparaître. En revanche, il y a des pays qui, eux, disparaîtront. Pratiquement tous les pays arabes du Golfe, par exemple. Ils ne peuvent pas faire vivre leur population sans eau, sans énergie. Et quand c'est fini, c'est fini. Le Qatar est dans une situation très difficile en ce moment, parce qu'avec quelques frappes bien ciblées, on peut lui retirer sa capacité à produire du gaz naturel liquéfié pendant 10 ans. Ils n'ont pas de réserve pour tenir 10 ans. Et si on détruit leurs usines de dessalement, ils n'ont plus d'eau. Si on coupe leur énergie, ils n'ont plus d'énergie. Le pays se vide. Les Émirats arabes unis, c'est pareil. Bahreïn, c'est un très gros risque. Le Koweït aussi. L'Arabie saoudite, pareil. Je pense simplement que l'Iran a toutes les cartes en main et que c'est vraiment l'une des décisions les plus stupides que Donald Trump ait jamais prises. Mais c'est un acte de désespoir. La politique crée sa propre perception de la réalité. Et sa réalité, en ce moment, c'est qu'il risque non seulement de perdre la Chambre en novembre, lors des élections de mi-mandat, mais aussi de perdre le Sénat. Je veux dire, la mort de Lindsey Graham, remplacée par sa sœur, est-ce que sa sœur est vraiment une candidate crédible pour une réélection? Vous ne pensez pas que les démocrates vont sortir toutes les casseroles possibles sur Lindsey Graham d'ici novembre pour affaiblir, vous voyez, la crédibilité de sa sœur? Et puis, qui va le remplacer? Les républicains ne se sont pas préparés à avoir quelqu'un pour prendre la place de Lindsey Graham. Les démocrates, eux, ont déjà un adversaire. S'ils perdent ce siège, c'est une voie de plus vers la condamnation. Et si Donald Trump faisait s'effondrer l'économie mondiale, on aurait, vous savez, le monde entier qui part en vrille. Et c'est ce qui va arriver. Les gens oublient souvent qu'il suffit de quelques jours sans manger pour que tout bascule. À partir de quand les gens commencent-ils à devenir désespérés? Je veux dire là, si le courant saute aujourd'hui, bon, j'ai un frigo et un congélateur plein de nourriture, plus d'électricité, j'ai un générateur. J'ai de quoi le faire tourner pendant une semaine. Et après, c'est fini. Bon, je cuisinerai ce qui reste. Mais la nourriture va finir par manquer. J'ai quelques conserves, mais elles vont finir par s'épuiser aussi. Et mes chiens, mes chats, ils me regardent, ils miaulent, ils aboient, comme pour dire « nourris-moi, nourris-moi ». Eh bien, Maverick pourrait finir en déjeuner, parce que je serais désespéré. J'irai au magasin, mais tout le monde ira au magasin. Au début, je prendrai la voiture, parce qu'il me reste de l'essence. Mais à un moment, le réservoir sera vide et il n'y aura plus d'essence nulle part. Alors, je marcherai. Je marcherai jusqu'au magasin. Tout le monde ira au magasin, pillera le magasin, parce qu'il ne sera plus approvisionné. On se battra pour la nourriture, on tuera des gens. Il y aura des corps empilés. Et quand je rentrerai chez moi, ce sera une marche de plus de 10 km depuis le magasin. Je ne pourrai pas porter beaucoup de nourriture. Et il y aura des gens qui me tendront des embuscades tout le long du chemin. Alors moi, je vais commencer à tendre des embuscades à mes voisins, à lancer des raids contre leurs maisons, tout ça. Mais eux aussi vont réagir. Je vais devoir fortifier la mienne. C'est vers ça que la société va aller. Croyez-moi, c'est dans la nature humaine. Ensuite, les gens vont se regrouper, former des clans, des groupes avec des intérêts communs. Et là, ce ne sera plus une question d'état de droit ou de constitution. Ce sera une question de survie tout court. Et ça, c'est aux États-Unis. Alors imaginez ce qui se passe dans des endroits qui n'ont même pas cette infrastructure. Regardez encore une fois l'Afrique. Quand la nourriture n'est plus produite, quand l'eau ne coule plus, les gens meurent de faim. Et quand ils meurent de faim, les choses dégénèrent. Ils deviennent désespérés. Et là,
on voit apparaître des migrations. things start to happen. They get desperate. You're going to get migrations. Now, the migration takes care of itself. Alors, la migration finit par se réguler d'elle-même avec le temps, parce que 1 million de personnes se mettent en marche. Mais elles n'ont pas assez de nourriture. Les gens commencent à tomber, à mourir. Et malgré tout, il y en a encore 200 ou 300 000 qui arrivent là où ils veulent aller. Et eux, ils sont désespérés. Ils n'ont qu'une seule chance. On ne peut pas raisonner avec eux. Ils vont passer le mur. Ils vont entrer. Ils s'en fichent. Ils sont en train de mourir. Ils sont déjà morts s'ils ne le font pas. Voilà le monde dans lequel on vit. Voilà ce qui va se passer cet automne. Si ça arrive, si on manque d'engrais, si on perd la capacité de produire de la nourriture, c'est insensé. C'est de la stupidité de la part de Donald Trump. C'est ça l'irrationalité de cet homme. This is the irrationality of this man. Because there are people, military analysts, Parce qu'il y a des gens, des analystes militaires ou des généraux, qui suggèrent que la prochaine étape pour Donald Trump serait une forme d'escalade, peut-être même une invasion de certaines de ces îles dans le golfe Persique. On a eu le général Mackenzie, Wesley Clark et Keith Kellogg. Tous plaident pour la même chose. Et voici ce qu'a dit Keith Kellogg. same thing. And here is what Keith Kellogg said. Le président Trump veut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quelles mesures devrait-il prendre pour s'assurer que la situation ne s'éternise pas, qu'il n'ait pas à lever le blocus, puis à le rétablir encore une fois, et qu'il puisse au final l'emporter face au régime? Oui, quand on y regarde de près, les Américains n'aiment pas les représailles du genre œil pour œil. Ils n'aiment pas les demi-mesures non plus. Ils veulent qu'on aille au bout, qu'on termine vraiment le travail. Et je pense qu'on peut le faire pas seulement par des actions militaires directes. Bien sûr, on peut bombarder tous les ponts ou toutes les centrales électriques qu'on veut, mais au final, ça ne fait que blesser le peuple iranien. Ce qu'on peut faire, et je l'ai dit plusieurs fois à l'antenne, c'est viser quelques cibles stratégiques. Par exemple, on peut prendre l'île de Karg. C'est 80 voire 90% de leur économie. Et si on la contrôle, c'est comme si on contrôlait votre maison. Je sais que ça veut dire des troupes au sol, c'est une cible stratégique, mais elle peut être défendue. L'île est située à environ 16 000 des côtes. À ce moment-là, vous pouvez tenir la position. Vous pouvez monter d'un cran. Vous pouvez aussi prendre les îles dans le détroit d'Ormuz avec vos groupes amphibies de marine sur place. Vous pouvez prendre l'île de Larak. Vous pouvez prendre l'île de Keshm. Vous pouvez toutes les prendre pour réduire leur capacité à interdire l'accès au golfe Persique et au détroit d'Ormuz. Et je pense qu'on peut rouvrir le détroit. Je pense qu'on peut escorter ces navires à travers, et c'est là-dessus qu'ils comptent, sur le fait de pouvoir continuer à contrôler le détroit d'Ormuz. Mais je crois qu'une fois qu'on aura brisé cette impasse et que les navires recommenceront à circuler, leur capacité à influencer la situation disparaîtra. Oui, alors voilà une partie de la question, Scott. Parce que toutes ces attaques, si on regarde les cibles dans le sud de l'Iran, dans l'ouest de l'Iran, eh bien ceux qui sont favorables à une invasion ou à des actions clandestines disent que les États-Unis, à travers toute cette campagne, cherchent à affaiblir ou à réduire les capacités de la population iranienne dans ces régions du sud et de l'ouest. Donc, dès qu'ils ne seront plus aussi puissants, les États-Unis pourront agir dans ces zones. Et vous avez entendu ce qu'a dit le général Keith Clark. Quelle est votre opinion là-dessus? What is your take on that? What a stupid man. Quel homme stupide, vraiment ignorant au fond. Vous savez, commençons simplement par la logistique. La logistique, c'est ce qui détermine tout. L'Iran va opérer sur des lignes de communication intérieures, alors que les États-Unis vont devoir fonctionner sur des lignes extérieures.
Nos lignes de communication, c'est-à-dire notre capacité à approvisionner et à soutenir nos opérations, s'étendent sur des milliers de kilomètres. Celle de l'Iran, c'est juste la distance nécessaire pour atteindre leur dépôt sur place. 16 000 de séparation. Eh bien, la dernière fois que j'ai vérifié la portée des missiles iraniens, ça veut dire qu'ils disposent d'une profondeur stratégique énorme qui leur permet de bombarder cette zone en continu. Il balance des termes comme Marine Amphibious Ready Groups, comme si « waouh », ça voulait dire quelque chose. En réalité, c'est 2 équipes de débarquement de bataillons, donc 2 bataillons. Quand on faisait des assauts amphibies pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait, tu sais, Red Beach 1, Red Beach 2, Red Beach 3, Red correspondant à un régiment, 3 bataillons alignés, et on avait aussi Green, et ainsi de suite. Des équipes de débarquement régimentaire faisant partie d'une division qui allait à terre. Là, on parle d'un seul bataillon qui débarque. Keith Kellogg ferait bien d'étudier un peu ce dont il parle. Tu sais, la dernière fois qu'on a essayé une entrée forcée avec un seul bataillon sur une île, enfin, je veux dire, Grenade, on peut dire que oui, c'était un succès. Mais imaginons une île défendue par des soldats vraiment compétents. C'était sur l'île de Koh Tang, en mai 1975. Le bataillon qui a débarqué s'est fait battre. On a atterri, on a sécurisé 2 têtes de plage, 3, si on compte celle désespérée, qui s'est formée temporairement quand un hélicoptère a été abattu. L'équipage a tenu le périmètre et ça a fini par devenir une tête de plage jusqu'à leur évacuation. Ensuite, on a dû en évacuer une, parce qu'elle était indéfendable. La 3e était sur le point d'être submergée. On a dû les évacuer aussi, et on a laissé 3 marines derrière, qui ont été capturés et exécutés. Et ça, c'est presque un bon résultat, comparé à ce qui pourrait arriver à l'île de Karg, où on pourrait perdre tout le bataillon. Et là, Keith, avec quoi on les renforce? Mettre les marines au sol. C'est un bataillon, Keith. 500, 600 marines. Tu vois, on peut les renforcer un peu et monter à 800 peut-être. Et après, ils vont commencer à mourir, Keith. Où sont les renforts? Le 2e BLT? Mais j'ai cru que tu disais vouloir prendre l'île de Karg et d'autres îles encore. Tu comptes juste créer des bataillons amphibies comme ça? Les faire sortir de nulle part? Impossible, Keith. Ça marche pas comme ça. On en a 2, pour l'instant. Bon, tu peux toujours faire venir des parachutistes. Les troupes aéroportées, Geronimo, ils sautent de l'avion et ils meurent. Disons qu'ils arrivent à atterrir. Au moins, les marines, eux, viennent avec un minimum de logistique et de soutien. Ils ont, tu sais, une unité logistique qui est rattachée, enfin, à la MEU. Des parachutistes. Super! Ils atterrissent au sol. Ils ont que ce qu'ils ont apporté avec eux, et c'est pas grand-chose. Ils tirent jusqu'à épuiser leur charge de base. Et toi, tu veux faire venir plus de matériel et le larguer aussi. Comment tu fais si on te descend avant? Je veux dire, prenons l'exemple de l'île de Koh Tang. 8 des 11 hélicoptères envoyés dans la première vague ont été soit abattus, soit détruits, soit tellement endommagés qu'ils étaient inutilisables. 8 sur 11. De quoi parle Keith Kellogg, au juste? Il ne sait pas de quoi il parle. Laisse-moi être aussi clair que possible. Si on avait pu prendre l'île de Karg, on l'aurait prise, mais on ne l'a pas prise, parce qu'on ne peut pas la prendre. Et peu importe combien Wesley Clark, ou vous savez, Pete McKenzie, ou Keith Kellogg veulent s'asseoir et parler de, vous savez, tracer de grandes flèches sur la carte, ça n'arrivera pas. Si ça avait pu arriver, ça serait déjà arrivé. L'autre chose dont je veux parler, c'est simplement la réalité. Nous, les États-Unis d'Amérique, on n'a plus autant de puissance militaire qu'avant. L'époque où on pouvait mobiliser 750 000 soldats pour la guerre du Golfe, parce que c'est ce qu'on avait fait pour Desert Storm, cette époque est révolue. L'époque où on pouvait mobiliser 250 000 soldats pour l'opération Iraqi Freedom, qu'on avait d'abord appelée Iraqi Liberation, jusqu'à ce que certains se disent « Attendez,
Libération, ça fait penser au pétrole. Eh bien, cette époque-là aussi est terminée. On se battait pour le pétrole. Et c'est ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On n'a plus la structure de force nécessaire. On a du mal à réunir 5000 soldats pour les envoyer en Europe dans le cadre des brigades de rotation. Notre armée n'est plus conçue pour mener des opérations expéditionnaires. On a bien quelques unités capables de se déployer à l'étranger. Mais pour que l'ensemble de nos forces soit prêt, on reste dans une situation où, dans nos divisions, un tiers, parfois plus, de nos effectifs viennent de la réserve ou de la garde nationale. Il faut les mobiliser, les former, puis les rattacher. Vous savez, il y a une raison pour laquelle, pendant la guerre du Golfe, on n'avait pas de brigade de la garde nationale ou de la réserve de l'armée sur le terrain. Elles n'étaient pas prêtes à temps. Les marines, eux, l'étaient, parce qu'on s'entraîne à ça en permanence. Mais vous savez, aujourd'hui, si on veut déployer des troupes, il va falloir beaucoup de temps pour mobiliser les unités, les assembler, les entraîner et les amener sur place. Comment on les déploie? Avec quelles ressources? Pendant la guerre du Golfe, on a transporté les troupes par avion. Elles atterrissaient sur des bases aériennes sûres. Regardez ce qui se passe maintenant. L'Iran peut fermer ses bases. Vous pensez vraiment qu'on va faire atterrir des C-17 pour débarquer des dizaines de milliers de soldats sur un terrain bombardé par des missiles? Non. Alors, où est-ce qu'on les fait atterrir? Il faut les poser plus loin, ce qui veut dire il faut ensuite les rapprocher. Et ça, c'est un problème logistique. Il faut mettre en place toute la logistique nécessaire. Mais cette logistique, elle aussi, peut être attaquée par les forces iraniennes. Les ports, par exemple. Il n'y aura pas de port qui fonctionne normalement. D'abord, la moitié des ports qu'on utilisait se trouvaient à l'intérieur du golfe Persique. Pour y accéder, il faut passer par le détroit d'Ormuz. Et ça n'arrivera pas. Les ports où nous irons seront la cible d'attaque. Le général Berger, l'ancien commandant du corps des marines, l'avait déjà compris en 2019. Je crois que c'est quand il a publié, peut-être un peu après, ses directives de commandement. Il y disait qu'on ne pouvait pas remplir les missions confiées par le secrétaire à la Défense, parce qu'on reste attaché à un système hérité du passé, un système qui n'est plus viable face aux réalités de la guerre moderne. En gros, on met tous nos marines, tous nos œufs dans le même panier, sur l'USS Tripoli ou un autre navire du même type, et on le fait voguer droit vers les côtes ennemies. Normalement, on se met en position, puis les marines débarquent, forment l'équipe d'assaut et partent prendre la plage. Mais là, en s'approchant, ils n'arriveront même pas au point où ils commencent à déployer leurs Amtrak. Ils vont être touchés par un missile, coulés, et on perdra tous les marines. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire ça. La dernière fois que Donald Trump a envisagé de mobiliser ce genre de force, c'était quoi? En 2019 ou 2020, quand le Global Hawk, le drone, a été abattu, il a dit « Je vais bombarder ces systèmes de défense aérienne iraniens ». Et le Pentagone a répondu « Si vous faites ça, ils vont riposter par des tirs d'artillerie. » Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire ça. Puis eux, ils vont réagir. Ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas lancer ces opérations. On n'a pas la force nécessaire. On savait déjà, à l'époque, qu'on ne pouvait pas prendre le détroit d'Ormuz. C'est ça qui est un peu ironique. On savait qu'on ne pouvait pas le prendre. Il a demandé « Qu'est-ce qu'il faudrait pour y arriver ?» Eh bien, il faudrait mobiliser entre 190 et 250 000 soldats. Et ça prendrait entre 9 mois et 1 an et demi pour le faire. Waouh! Peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Mais le problème reste le même. Et là, on ne parle plus seulement du détroit, on parle d'un problème encore plus vaste. Il faudrait mobiliser 1 million d'Américains pour faire ce travail. Keith Kellogg, comment on ferait ça?
D'où viendrait-il, Keith? Parce que si je fais le calcul, on ne les a pas. Et si on faisait ça, ce serait le même problème qu'avec Taïwan. Vous savez qu'il n'existe pas de plan de contingence, pas de plan opérationnel pour Taïwan. En tout cas, il n'y en avait pas. Tout le monde dit la même chose. Quand le moment viendra, on prendra le plan de contingence pour la Corée et on le basculera, plus ou moins, sur Taïwan. Mais qu'est-ce qui se passe si la Corée du Nord décide de s'amuser pendant qu'on joue à ce petit jeu à Taïwan? Toutes les forces prévues pour la Corée sont déjà engagées dans le scénario taïwanais. Il n'y a plus de forces disponibles. Alors on dit, on va les prendre sur les plans de contingence européens. Et si la Russie décide d'entrer dans la partie à ce moment-là? Eh bien, on n'a plus rien. Et si c'est l'Iran? Vous voyez, autrefois, on pouvait mener 2 guerres et demie. À mon époque, on pouvait vraiment le faire. On pouvait mener une grande guerre en Europe, une autre dans le Pacifique, et tenir le coup au Moyen-Orient, le temps d'en gagner une des deux, puis redéployer les forces et s'occuper de la troisième. 2 guerres et demie. C'était très coûteux, bien sûr. Aujourd'hui, on n'est même plus capable d'en mener une seule. On ne peut mener qu'une demi-guerre. C'est tout. Une demi-guerre. Parce que ce n'est pas une guerre contre l'Iran. C'est une action militaire. Ça ressemble à une guerre, mais c'en est pas une. Parce que qu'est-ce qu'on fait au fond? S'il y avait une vraie guerre, on envahirait et on occuperait l'Iran. C'est ça, faire la guerre. On bat l'ennemi. Mais on n'a pas les moyens de le faire. On a les moyens de le faire nulle part dans le monde. On est incapable de combattre parce qu'on a défini le monde entier comme notre terrain de jeu. On dit, c'est notre terrain, et on affirme à tout le monde qu'on a la suprématie pour vous affronter. Peut-être qu'on l'a, mais on a prouvé que non. Avec l'Iran, en tout cas, on ne l'a pas. Ils tiennent bon. Mais on ne peut pas s'occuper de l'Iran en même temps qu'autre chose. Si un autre conflit éclatait, on ne pourrait pas le gérer. Si la Chine décidait aujourd'hui, ce qu'elle ne fera pas, de prendre Taïwan, on n'a aucune capacité de défense. Si la Corée du Nord traversait la frontière, on ne pourrait rien faire. Impossible de renforcer quoi que ce soit. On n'a rien. Zéro. Et Keith Kellogg, il parle de quoi? D'envoyer des équipes de débarquement sur des îles où ils vont se faire tuer? Et après quoi? Ces généraux, on ne devrait même pas les laisser passer à la télé en gardant le titre de général. Parce que quand les gens entendent général, ils se disent « Ah, c'est un général, il est intelligent, il sait, il a de l'expérience. » Keith Kellogg, il a eu son Silver Star, je crois, en courant pour aller chercher un blessé au Vietnam. Ça te dit tout ce qu'il faut savoir sur lui. Je ne dis pas qu'il n'est pas courageux. Évidemment, il l'était. Mais lui, il était au Vietnam, en train de courir pour aller chercher un blessé dans une guerre qu'on a perdue. Et maintenant, il va s'asseoir ici et parler fort, dire qu'on peut gagner une guerre si on montre juste un peu de détermination. C'est ça le problème avec ces généraux issus du Vietnam. Ils croient qu'on aurait pu gagner si on avait simplement tenu bon. Ils ne comprennent pas qu'on n'aurait jamais pu gagner le Vietnam noir, parce que c'était une guerre impossible à gagner, parce qu'on était du mauvais côté de l'histoire et qu'on essayait de faire des choses qu'on ne peut pas accomplir militairement. La guerre, c'est une extension de la politique par d'autres moyens. Mais la politique, c'est la partie la plus importante. Et la politique du Vietnam était pourrie, tout comme celle du Golfe Persique. Ils ne devraient pas avoir le droit de dire « je suis général », parce que pour les masses ignorantes qui regardent, ça veut dire « ah, ce type sait de quoi il parle ». J'aimerais pouvoir débattre avec Keith Kellogg. Je dominerais le terrain. J'aimerais débattre avec Wesley Clark. J'aimerais débattre avec les trois en même temps. Mackenzie, Clark et Keith Kellogg. Là, il y aurait tout un tas d'étoiles. 4, 8, 10 étoiles. 10 étoiles contre moi. De petits insignes de major avec des feuilles de chêne. Je les balayerais
parce qu'ils sont là pour façonner la perception en racontant des mensonges. Moi, je suis là pour dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, aussi inconfortable que ce soit. On ne peut rien faire de ce que Keith Kellogg a dit qu'on pouvait faire. We can't do anything Keith Kellogg said we could do. And he knows it, but he's willing to sit there and lie to you. Il le sait très bien, mais il est prêt à rester là et à te mentir, parce que son boulot, c'est de te mentir. Son boulot, c'est de générer des clics et des vues. Aujourd'hui, c'est un vendu des médias. C'est tout ce qu'il est. Combien tu me paies pour venir dans ton émission? 0. Tu sais combien je gagne en venant ici? 0. Lui, il touche de l'argent à chaque fois qu'il apparaît quelque part. Son travail, c'est de se rendre intéressant pour être invité sur des plateaux et faire de l'argent. Ce sont des vendus des médias. Ces gens-là ne cherchent pas à dire la vérité. Ils veulent juste qu'on voit leur visage partout pour créer des perceptions, des histoires, des récits qui leur permettent de continuer à exister médiatiquement. Chacun d'entre eux est un menteur. Every single one of them is a liar. Oui, Scott, Donald Trump. Axios a rapporté que Donald Trump avait soutenu l'opération de l'Arabie saoudite au Yémen, parce que tu sais, le blocus au Yémen avait été brisé par un avion iranien. Ensuite, l'Arabie saoudite a frappé la piste de l'aéroport international de Sanaa, et les Yéménites ont riposté en attaquant une base aérienne en Arabie saoudite, ainsi que l'aéroport international d'Abha. Et la situation semble s'envenimer sur ce front. Mais comment comprends-tu le comportement de Donald Trump, tel qu'il a été rapporté par Axios, quand on dit qu'il a soutenu l'Arabie saoudite dans cette action? Parce que si une attaque vise l'Arabie saoudite, notamment ses installations pétrolières, il serait très facile pour le Yémen de frapper certaines cibles d'Aramco ou de toucher l'oléoduc qui va vers la mer Rouge. Alors comment relier ces deux images? D'un côté, on voit le blocus dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump est surtout préoccupé par le marché du pétrole et le prix du baril. Et de l'autre, il soutient l'attaque de l'Arabie saoudite contre le Yémen, ce qui pourrait provoquer une véritable catastrophe pour les exportations de pétrole saoudiennes. Well, thank you for asking. Eh bien, merci de me demander d'expliquer de façon rationnelle les décisions d'un fou. Sauf que Donald Trump, à mon avis, n'est pas un fou. Je pense qu'il y a quelque chose de plus subtil. Vous savez, le danger avec des émissions comme celle-ci. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je suis analyste professionnel. Professionnel, ça veut dire que j'en vis. Je fais ce métier depuis plusieurs décennies maintenant. J'ai été analyste militaire professionnel, puis analyste aux Nations Unies. Mais je fais ce travail de manière professionnelle depuis longtemps. Je l'ai fait en temps de guerre, pendant de longues campagnes et dans bien d'autres contextes. La seule chose dont il faut vraiment se méfier quand on fait de l'analyse, c'est de ne pas tomber amoureux d'une conclusion. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si aujourd'hui, je peux faire une analyse qui est 100% juste, si je reste figé sur cette analyse la semaine prochaine, alors que les choses évoluent, elle sera déjà dépassée. Il faut savoir respirer, prendre du recul, évaluer, réévaluer et être prêt à remettre en question certaines choses. J'ai moi-même adhéré à l'idée que ce conflit avec l'Iran, c'était les États-Unis agissant au nom d'Israël. Et c'est une idée dans laquelle on tombe facilement, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens. Un cabinet contrôlé par des sionistes, tout ça. Mais il y a quand même des éléments qui ressortent. Par exemple, on sait que, même si le cabinet était effectivement dominé par des sionistes, la grande majorité des conseillers de Trump n'étaient pas d'accord avec le raisonnement de fond de Netanyahou sur la guerre. À savoir qu'on pourrait provoquer un changement de régime simplement en bombardant. Je veux dire, je pense que la plupart des gens ont dit « Ouais, on peut tuer Ali Khamenei, mais ça ne provoquera pas de changement de régime. » Apparemment, Marco Rubio s'y est opposé. John Ratcliffe aussi, le directeur de la CIA, en disant que ça risquait même d'avoir l'effet inverse. Le détroit d'Ormuz.
On sait bien que le Pentagone a clairement dit qu'on ne pouvait pas prendre le contrôle du détroit d'Ormuz pendant le premier mandat de Donald Trump. Pete Hegseth, évidemment, c'est le parfait courtisan, et il a dit « moi je peux le faire ». Et je pense que Donald Trump a répondu « ok, super ». Mais je ne crois pas que Donald Trump y ait vraiment cru. Je ne pense pas qu'il croyait qu'on allait obtenir un changement de régime. Scott Bessent, c'est lui la clé ici. Scott Bessent détient les cartes. Tout le monde se concentre sur Hegseth. Moi aussi, j'étais concentré sur Hegseth. Tout le monde se concentre là-dessus. Mais moi, j'ai recentré mon attention sur Scott Bessent. Bessent joue sur le marché du pétrole. Il veut mettre la Russie à genoux. Il l'a dit lui-même. Nous voulons briser la Russie. Nous voulons la briser en l'empêchant d'acheminer son pétrole vers les marchés. Il veut contrôler l'accès du pétrole à la Chine. Pour contrôler la Chine, le pétrole, c'est la clé. Le flux de pétrole, c'est la clé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue chinois et russe, de quoi ont-ils le plus besoin? Les Russes me l'ont dit dès le premier jour. Ils cherchent la prévisibilité. Ils ont besoin de savoir ce qui va se passer. Les Chinois, c'est pareil. Ils font de la planification économique à long terme. L'initiative des nouvelles routes de la soie, ce n'est pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête. C'est fondé sur une planification à long terme. Du genre, si on fait ça, dans 10 ans on obtient tel résultat, dans 20 ans tel autre. Et ça demande de la constance sur certains points, comme la disponibilité et la circulation de l'énergie. Alors ils font leurs analyses, ils regardent comment l'énergie circule, et ils prévoient des plans de secours au cas où il y aurait un accroc. Mais alors, quelle est l'approche de Trump? Eh bien, je pense que c'est de créer le chaos. Je crois que l'objectif de Donald Trump, c'est le chaos. On l'a déjà entendu dire qu'il voulait changer la façon dont le monde fonctionne. Vous savez, avec l'Arabie saoudite, il y a une autre chose que les gens doivent comprendre. Donald Trump est au fond de lui un homme vindicatif. Vous vous souvenez, quand MBS a dit « Nous allons remplacer les États-Unis comme centre de gravité. Nous deviendrons les plus importants au monde grâce à notre énergie. » Donald Trump a entendu ça. Il a répondu « Non, j'ai une solution pour toi. Pourquoi ne pas bombarder le Yémen ?» Et le Yémen a riposté. Maintenant, c'est le chaos. Et voyez, ce chaos, il est utile à Trump parce qu'il peut l'exploiter pour faire pression sur la Chine, sur la Russie et pour affaiblir l'Iran ainsi que les États arabes du Golfe. Le rôle de Donald Trump, ce n'est pas de faire des États du Golfe des concurrents des États-Unis sur le marché mondial de l'énergie. Il l'a dit très clairement. Il s'est vanté du fait que l'Amérique est autosuffisante en énergie et qu'on produit assez pour combler les manques sur le marché. On se vante même de pouvoir fournir de l'énergie à l'Europe. Mais une fois qu'on commence à en livrer à l'Europe, on inverse complètement la situation. Parce qu'on a toujours dit que l'Europe ne devait pas dépendre de la Russie pour son énergie. Et maintenant, on la rend dépendante de nous. Ce qui en soi est une bonne chose. C'est d'ailleurs tout le sens de ce qu'on a fait avec le Venezuela. Ce n'était pas parce qu'on se souciait de Nicolás Maduro, c'était pour le pétrole vénézuélien. Point final. Et on se préoccupait surtout de la quantité de pétrole vénézuélien qui partait vers la Chine. Alors, on a resserré les taux, et ensuite on a dit aux Chinois, vous pouvez l'acheter, mais il faut passer par nous. Comme ça, c'est nous qui gardons le contrôle. Scott Bessent, c'est la clé. Et je pense que Scott Ritter est quelqu'un qui voit le chaos comme un outil politique. Et ce que fait Donald Trump, c'est créer du chaos dans l'économie mondiale. Encore une fois, c'est un homme qui n'a pas de boussole morale, parce que le chaos qu'il provoque ne fait que grandir. Je déteste le dire, mais je pense que des centaines de millions de personnes vont mourir à cause de cette guerre. On ne peut pas l'empêcher. Je pense qu'il va y avoir une catastrophe mondiale dans certaines régions du monde
où on ne pourra tout simplement pas leur apporter de la nourriture et de l'eau. Quand les récoltes échouent et qu'il n'y a pas de solution de secours, les gens vont mourir de faim. Et je crois vraiment que dans la prochaine décennie, des centaines de millions de personnes vont mourir à cause de ce que Donald Trump est en train de faire en ce moment. C'est le chaos, ici. Mais lui, il pense que c'est le prix à payer, parce qu'on ne paie pas autrement. Il est comme Madeleine Albright. Vous vous souvenez? 500 000 enfants. C'est le prix qu'on est prêt à payer. Eh bien non, Madeleine, ce n'est pas toi qui as payé ce prix-là. That's a price we're willing to pay. Well, you didn't pay the price, Madeline. Iraq paid it. Hundreds of millions of people are going to die. L'Irak l'a payé. Des centaines de millions de personnes vont mourir, Donald. C'est le prix que je suis prêt à payer. Bon, il n'a pas dit ça. C'est moi qui le dis. Mais quand tous les acteurs rationnels lui expliquent quelles seront les conséquences, il semble s'en moquer. Mais Scott Ritter, je pense que c'est lui la clé ici. Alors pourquoi Donald Trump laisserait-il l'Arabie Saoudite bombarder le Yémen? Parce que ça crée le chaos. Je pense que Donald Trump veut que le détroit de Bab el-Mandeb soit fermé, parce que ça crée le chaos. Il a fait un calcul. Scott Ritter lui a dit « On peut tenir cette crise plus longtemps que la Chine. On peut durer plus que la Chine. Ce n'est pas une question de tenir plus longtemps que l'Iran. » Nous pouvons tenir plus longtemps que la Chine. Et la Chine, elle, va mettre la pression sur l'Iran pour qu'il t'accorde une part dans le détroit, ou une solution de retrait, ou peu importe. C'est ce que je pense qui se passe en ce moment. Parce que, quand on regarde rationnellement la décision d'amener l'Arabie Saoudite à s'impliquer au Yémen, on se dit c'est fou, c'est insensé. Pourquoi encourager ça? Eh bien, la seule réponse, c'est que ça crée du chaos. Et ensuite, on se demande, pourquoi vouloir créer du chaos? Alors on regarde les différents acteurs autour de lui, ceux qui en tireraient profit. Et la théorie de Scott Ritter sur la façon dont l'Amérique peut utiliser les marchés mondiaux de l'énergie pour maintenir sa domination, c'est une théorie fondée sur le contrôle. Et ce contrôle, on ne peut l'obtenir qu'à travers un chaos maîtrisé. Il a dit « Nous savons que Donald Trump essaie de rapprocher le gouvernement libanais et les Israéliens. Ils ont conclu un accord à Rome et ils vont se revoir la semaine prochaine. Il semble que Donald Trump va rencontrer Benjamin Netanyahou, puis le lendemain lundi, à nouveau avec Benjamin Netanyahou, et mardi, il doit rencontrer le président libanais, Joseph Aoun. Et voici ce qu'il a dit à propos du Liban et de la Syrie. Vraiment, le retrait des forces terrestres du sud du Liban. Eh bien, redéployer, c'est un autre mot, parce que vous savez, on s'entend très bien avec le Liban. Israël gère la situation avec eux de manière très correcte, pour la première fois depuis de très nombreuses années. Le Liban a été tellement malmené et ils ont le Hezbollah là-bas. Le sud de la Syrie et certaines zones du Liban, oui, ce serait bien de se retirer, je pense. Et je crois qu'on pourrait voir les choses se calmer un peu parce qu'il faut qu'on concentre notre énergie sur les grands enjeux. Les grands acteurs, c'est l'Iran. Tu avais mentionné, quand on s'est parlé au téléphone pendant la guerre, que le président syrien Ahmad al-Sharaf pourrait être chargé de s'occuper du Hezbollah. Il irait s'occuper du Hezbollah. Et il le ferait d'une autre manière. Il ne ferait pas tomber les immeubles. Je détestais voir des bâtiments détruits. Vous êtes en train de dire que vous pensez qu'il serait plus précis que les Israéliens? Oui, je pense qu'il serait plus précis. Et je peux vous dire, je sais qu'il aimerait le faire. Est-ce qu'il a besoin de votre feu vert? J'y réfléchis. Oui. Tu vois une stratégie claire dans ce qu'il a dit? On dirait juste qu'il fait des allers-retours dans tous les sens. Rien de ce qu'il dit ne va marcher. C'est la réalité, tout simplement.
Tu sais, Aoun est déjà dans une situation très compliquée au Liban, parce qu'il s'est vendu. En gros, Israël et les États-Unis sont venus le voir et l'ont poussé à abandonner la souveraineté du Liban. Parce que si tu te souviens, tout l'argument du Hezbollah, c'était « Nous sommes un mouvement de résistance légitime tant qu'Israël occupe illégalement le territoire libanais ». Et je crois qu'une partie de l'accord qui a été négocié, c'est que le gouvernement libanais a dit « Nous donnons à Israël la permission d'occuper ». Donc, ce n'est plus une occupation illégale. Et du coup, ils ont cherché à délégitimer la position morale du Hezbollah. Personne n'a cru à ça. Personne. Et vous savez, les Libanais ont perdu confiance en cet homme. Donc, je ne sais pas ce que Trump pense réussir ici. Là, on parle de Barak, l'ambassadeur américain en Turquie, qui est maintenant apparemment l'envoyé spécial du chaos dans toute la région. Tom Barak, oui, c'est son idée, mais elle est simpliste. Elle n'a aucun ancrage dans la réalité. La réalité, c'est que le Hezbollah est une force qui va rester. Et puis, à propos de Jolani, il ne peut pas battre le Hezbollah. Ses troupes entreraient au Liban, et là, on aurait un État arabe qui en envahit un autre. Mais maintenant, vous avez transformé ça en un conflit entre sunnites et chiites, et ça va vite devenir incontrôlable et très moche. Vous savez, ce ne sera pas une guerre, ce sera un massacre. Ce sera ce genre de guerre sectaire qui efface des villages entiers, femmes, enfants, personnes âgées. Et je pense que Jolani le comprend, parce qu'il ne dit pas qu'il veut faire ça. Au contraire, je crois qu'il dit « je n'ai aucune intention de le faire », parce qu'il n'est pas idiot. Il comprend très bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a un vide? Qui vient le combler? Quand Jolani échouera, et il échouera, la Turquie interviendra. Et Israël ne veut pas que la Turquie se rapproche davantage de ses frontières. Donc, je ne pense pas qu'Israël soit favorable à tout ça. C'est Donald Trump qui vit dans un monde imaginaire, inspiré par Tom Barak, où rien de ce dont il parle n'est réalisable. Rien de tout ça n'arrivera. C'est juste la réalité. Mais encore une fois, je me dis que, puisque les conséquences de tout ce qu'il dit sont si prévisibles, il le sait. Il aime le chaos, il veut créer le chaos, et il saura le gérer. Et il réussira à le faire. Alors, tant que les gens continueront à se tourner vers les États-Unis pour trouver des solutions, eh bien, voilà où on en est. Aujourd'hui, l'Amérique garde son statut d'hégémon mondial. Nous sommes la nation la plus puissante du monde. Nous avons encore la capacité d'influencer le reste du monde. Mais, pour moitié, c'est parce que les gens ont été formés, conditionnés à accepter cela sans jamais le remettre en question. Mais à un moment donné, les gens vont commencer à se demander « et si on disait non ?» Et c'est là que le fait que l'Iran tienne bon et s'impose devient important. Parce que les gens se sont tellement habitués à voir les États-Unis intimider les autres et les faire reculer. Et vous savez, même nos défaites. L'Afghanistan, c'est venu après 20 ans de pure dévastation. Seuls les universitaires se réjouissent du déclin américain en Afghanistan. Les réalistes, ceux qui sont sur le terrain, eux ne connaissent que la souffrance. Et cette souffrance continue. Le chaos. Qu'est-ce qu'on a gagné en quittant l'Afghanistan? Le chaos. On prospère dans le chaos. C'est toute la logique américaine aujourd'hui. Parce que le chaos, c'est ce qui se produit quand on essaie d'imposer sa volonté sans avoir vraiment le pouvoir de le faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est créer le chaos, puis le gérer. Et on gère le chaos tant que suffisamment de gens croient que vous êtes la source de la solution et qu'ils oublient que c'est vous qui avez provoqué ce chaos au départ. Ce dont on a besoin maintenant, par exemple, c'est que quand les Libanais se réveilleront et comprendront que les États-Unis n'offrent rien, absolument rien, ils chercheront ailleurs les solutions à leurs problèmes. Et je pense que c'est la direction qu'on prend. Et encore une fois, quand les gens commenceront à mourir de faim, ils vont bien finir par comprendre que les États-Unis n'ont de solution à aucun de ces problèmes. Aucune.
Quel problème Donald Trump a-t-il résolu? Aucun. Il ne fait que créer le chaos. Enfin, le seul problème qu'il a peut-être résolu, c'est sa propre situation économique chez lui. L'homme le plus corrompu du monde manipule les marchés à partir de publications sur les réseaux sociaux, programmées pour provoquer, vous savez, des variations sur le marché mondial du pétrole. On peut dire que, d'une certaine façon, c'est une réussite. L'économie américaine est en train de s'effondrer. On peut la maintenir artificiellement à flot, mais il y a une limite à la supercherie avant que la réalité ne rattrape tout le monde. Mais Trump s'en fiche. Ce qui l'intéresse, ce sont les 2 prochaines années. Ce qui l'intéresse, c'est son héritage personnel. Ce n'est pas un bon président américain. C'est un président terrible parce qu'il détruit le pays pour préserver son image. C'est une situation triste, mais le chaos semble être la réponse à peu près à tout. Pourquoi Donald Trump fait-il ça? Si ce qu'il fait crée le chaos, vous avez maintenant la réponse. C'est plus facile de gérer le chaos que d'imposer sa volonté à un problème quand on n'a pas les moyens de réussir. La guerre en Ukraine, Scott, devient de plus en plus compliquée. Pas du point de vue des Russes. Eux voient à peu près la même chose se produire. Ils essaient de gérer la question des drones. Mais du côté de ceux qui prennent les décisions à Washington, on a l'impression qu'ils cherchent à faire un geste, à montrer à la Russie qu'ils font quelque chose. En revanche, on ne voit rien de concret venir de Washington concernant l'Ukraine. Et voici ce que Donald Trump a dit de la Russie et de l'Ukraine. Que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se terminera pendant votre mandat. Je le pense, oui. Je pensais même qu'elle serait déjà finie. Quel est le blocage? Parce que je m'entendais bien avec les 2 dirigeants. Je pensais que ce serait la plus simple à régler. Qu'avez-vous dit au président russe Vladimir Poutine à propos de la fin de cette guerre? Je lui dis toujours la même chose. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je lui dis, Vladimir, il est temps d'arrêter. Il est temps que cette guerre se termine. Bien sûr, il faut être 2 pour danser le tango, mais je pense qu'il est prêt à faire un accord. Il n'y aura pas d'accord. Je veux dire, Donald Trump vit dans un monde imaginaire. Mais encore une fois, quel est le but de ce fantasme? Il faut qu'on analyse ça. Soyons clairs sur un point. Il n'y a aucune chance qu'une victoire militaire de l'Ukraine menée par l'OTAN l'emporte sur la Russie. Ça n'arrivera pas. Toute cette histoire de drones, oui, c'est réel. Les drones existent, ne vous méprenez pas. J'y étais. Non, ils sont bien réels. Ils font mal, ça, c'est sûr. Les Russes le reconnaissent. Vladimir Poutine dit « Oui, ça fait mal. C'est un fait. » Mais il n'y a aucune panique en Russie en ce moment. Les gens ne sont pas du tout affolés. Je peux vous l'assurer. Je veux dire, il y a une poignée d'élites libérales occidentales qui apparemment décrochent le téléphone de temps en temps pour appeler Gilbert Doctorow. Et ils paniquent. Gilbert panique. Tout le monde panique. Mais en Russie, il n'y a aucune panique. Aucune, vraiment. Scott et Karaganov et Solovyov alors. Parce que tu sais, Gilbert regarde apparemment Solovyov et s'inspire de lui. Tu connais la télé russe, c'est comme toutes les autres télés, c'est du divertissement. J'ai du respect pour Vladimir Solovyov. Je le connais, je m'entends bien avec lui, mais je pense que si on était dans un bar, juste tous les 2, sans personne pour écouter, il admettrait que beaucoup de ce qu'il fait... Enfin, il croit au message principal, bien sûr, mais il faut créer de la controverse, sinon les gens ne regardent pas. C'est une question d'audience. Si tu n'as pas d'audience, tu mets la clé sous la porte. Quand on attire des millions d'abonnés, c'est parce qu'ils viennent chercher un certain message. Et si on commence à dire, bon, maintenant on va devenir rationnel et ennuyeux, eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté de parler d'Israël. Les gens me disaient, tu ne parles plus d'Israël comme de l'entité sioniste. Et j'ai perdu des abonnés.
Très bien, ça m'est égal. Je ne suis pas là pour vous divertir, je suis là pour vous informer. Les gens veulent du divertissement, et Solovyov, lui, en fournit. RT doit le faire aussi. Écoutez, j'étais au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. J'ai du respect pour RT, j'ai du respect pour ce qu'ils font, mais quand on y va, il y a un mur avec des masques mortuaires. C'est du divertissement. Il y avait aussi un bowling. Encore du divertissement. Ils doivent proposer des programmes. Rick Sanchez, qui est un bon ami à moi, que je respecte beaucoup, il ne peut pas venir à l'antenne et juste faire quelque chose de plat, vous voyez. Alors Rick Sanchez doit avoir une sorte de personnage, tu vois, quelque chose d'authentique, mais qui est quand même construit pour attirer le public, pour le garder. Tu peux faire une émission qui marche, mais si la suivante ne marche pas, et celle d'après non plus, eh bien, ça ne dure pas. En Russie, à la télé, ils ont tout un groupe de gens pour ça. Crois-le ou non, j'ai mon téléphone plein de producteurs russes. Ils m'appellent tout le temps. Ils veulent que je fasse ci, que je fasse ça, et encore autre chose. Et 70% du temps, je leur dis non. Non, c'est pas mon truc. Non, je suis pas à l'aise avec ça. Non, je ne veux pas participer à ça. Vous savez, je ne veux pas venir juste pour créer de l'excitation. Je veux venir pour parler des sujets sur lesquels je peux vraiment dire quelque chose, des sujets sur lesquels j'ai des informations. J'ai des analyses, des points de vue que je pense utiles. Mais eux, ils veulent que je vienne parler des ovnis. Juste pour pouvoir dire, un ancien officier du renseignement est venu parler des ovnis. Non, je ne ferai pas ça. Ce n'est pas mon truc. On veut que vous parliez de la tentative d'assassinat contre quelqu'un à Monaco. Je n'en sais absolument rien. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas mettre mon nom derrière ça. Et du coup, je suis fauché. Je ne gagne pas d'argent et ça me va très bien. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie et je respecte ça. Je ne dénigre absolument pas le fait de gagner sa vie. Peut-être que si j'étais plus du genre à vendre de l'info à tout va, j'aurais une Lamborghini au lieu d'une Mazda. Mais bon, c'est comme ça que le jeu se joue. Les médias russes sont pleins de gens qu'on invite dans des émissions comme The Big Game ou d'autres, parce qu'ils sont là pour jouer un rôle. Peut-être qu'ils y croient vraiment, mais quand on m'invite, et on l'a fait, j'ai participé à toutes ces émissions, moi je n'y vais pas pour jouer, j'y vais pour parler. Et là, ils me mettent quelqu'un en face, un contradicteur. Je parle, et tout de suite quelqu'un arrive en disant « Oh, c'est fou », puis un autre « Non, mais c'est dingue », puis encore un autre « Eh bien, ceci, cela », ou encore « C'est un espion américain ». Et là, tout le monde s'emballe. Waouh, 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 waouh. Et le public, lui, réagit. Quoi génial, mec. Continue, c'est divertissant. En réalité, ils n'écoutent pas vraiment ce qui est dit. Alors, venir dire que la Russie s'effondre, parce qu'il existe tout un éventail de médias russes qui affirment « Nous pensons que la Russie devrait bombarder l'Europe » ou « Poutine doit faire ceci, cela ». Franchement, qu'est-ce que ça change? La seule question à se poser, c'est qu'est-ce que Vladimir Poutine dit et fait lui? C'est la seule chose qui compte. Point. Et lui, il est calme, incroyablement calme. Il ne panique pas. J'ai interviewé Dmitri Rogozin, l'ancien directeur de Roscosmos aujourd'hui. Il commande une unité appelée BARS, B-A-R-S. C'est un terme russe, une sorte d'abréviation pour réserve active. Chaque district militaire avait des unités BARS où des vétérans se réunissaient et s'organisaient. Et si besoin, ils pouvaient être mobilisés dans une unité puis envoyés sur le terrain. Si on regarde l'ordre de bataille des unités, on voit tout un tas d'unités BARS parce que chaque district militaire a été activé. Certaines de ces unités BARS sont des unités de volontaires. BAR Sarmat, par exemple, est une unité de volontaires. Sarmat, c'est le nom du missile. Je suppose que quand il travaillait à Roscosmos, il a aussi participé au développement du missile Sarmat. Mais aujourd'hui, il s'occupe des drones.
Bar Sarmat dispose d'une énorme installation à l'extérieur de Melitopol. Je peux le dire, c'est une information publique. Je ne révèle rien de confidentiel. You are dope that's married pour Blason. The Ukrainians have already attacked it. And his unit's also a combat unit. They're out in the front. Et son unité est aussi une unité de combat. Ils sont en première ligne. Donc maintenant, on a des opérateurs de drones qui travaillent directement sur le front, qui recueillent des informations sur la guerre des drones, à la fois sur leur propre manière d'opérer et sur celle des Ukrainiens. Ils récupèrent les débris des drones ukrainiens, abattus ou tombés, les rapportent au centre de recherche Bars Sarmat. Et là, ils les analysent. Ils en tirent des leçons, ils reconfigurent, puis ils repartent. C'est un cycle. Je suis allé à l'unité de recherche sur les drones Archangels. Ils font la même chose. Ils ont des unités de première ligne, un centre de recherche, et il y a un aller-retour constant entre les deux, aussi bien à Bar Sarmat qu'à Archangel. Il n'y a aucune panique. Ce que j'ai ressenti chez les gens, c'est plutôt « oui, c'est une période difficile en ce moment ». Les Ukrainiens mettent la pression, ils sont à fond, ils multiplient sang. Oui, on comprend ce qu'ils font. On comprend aussi comment ils le font. On prépare une réponse. Il y a une réponse technologique, bien sûr, mais il y a aussi la dure réalité de la guerre. La meilleure façon pour la Russie de réagir, ce n'est pas de descendre les drones, même si elle en abat presque tous. Moins de 10% des drones passent, et les gens doivent le savoir. Mais la meilleure défense, c'est de détruire les moyens de production. Et c'est exactement ce que fait la Russie. Lindsey Graham a tristement visité une grande usine de drones, et peu de temps après, elle a explosé. Chacun peut en tirer ses propres conclusions. À mon avis, il y a eu une erreur d'obsèque du côté de l'équipe de Lindsey Graham. Ils ont publié des photos qu'ils n'auraient jamais dû publier. Les Russes ont pris le contrôle du commandement et du contrôle généré par l'intelligence artificielle. Autrement dit, ils ont maîtrisé l'ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, sur l'ensemble du champ de bataille. Ils disposent d'une immense base de données d'images. Et au fur et à mesure que des événements se produisent, que de nouvelles photos arrivent, tout est analysé, examiné et une position est générée. Des personnes l'évaluent. Si elles confirment que c'est exact, une ressource est envoyée sur la cible. Il y a des cas où ils parviennent à localiser un centre de commandement de drones ukrainiens et en moins de 30 minutes, 3 bombes FAFB 500 sont larguées dessus, tuant tout le monde à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils font. Ils tuent entre 80 et 100 opérateurs de drones ukrainiens par jour. Entre 80 et 100 par jour. Un opérateur de drone met environ 4 semaines à acquérir les compétences de base. Il faut encore environ 6 mois de formation avant d'être vraiment opérationnel au combat. Les gens qui travaillent dans les centres de commandement, sur les lignes de front, au niveau des bataillons et dans les unités de soutien, ce sont les meilleurs opérateurs de drones qu'on ait. Et ils meurent entre 80 et 100 par jour. C'est ça la réalité. Starlink, qui contrôle ces drones, est coupé secteur par secteur, encore et encore. La Russie, elle, a résolu ses problèmes. Elle s'en sort plutôt bien. Mais ce n'est pas ce qu'on entend en Occident. En Occident, on entend parler de supériorité des drones, que tout se passe à merveille. Franchement, vous pensez vraiment que l'Ukraine va réussir à assembler un seul missile patriote? La réponse, c'est non. Et pourtant, tout le monde pousse pour obtenir la licence. Même si cette licence était accordée en temps de paix, ils ne seraient pas prêts avant au moins 2 ans. Mais c'est la guerre, donc ils ne seront jamais prêts. Et pourtant, tout le monde vend ça comme la prochaine grande révolution. Donald Trump enfume tout le monde en faisant semblant de croire que Vladimir Poutine ne cherche pas du tout un accord. Il en a fini avec les accords. Ce qu'il veut, c'est la victoire. Et il l'a dit. Donald Trump devrait l'écouter. Mais Donald Trump le sait très bien. Vous voyez, Donald Trump joue le jeu. Tout le monde en Europe, à l'OTAN, en Ukraine, aux États-Unis, sait que la Russie est en train de gagner cette guerre.
Ils le savent. Mais comme des gens comme Gilbert Doctorow disent qu'il y a, en Russie, un courant prêt à renverser Poutine, que Poutine est vulnérable. Le 20 septembre, mon Dieu, Russie unie pourrait être balayée de la Douma. Et alors que se passerait-il pour Poutine? Il y aurait des émeutes dans les rues. L'armée pourrait même tenter un coup d'État. Eltsine, 1993. Voilà, c'est censé être l'avenir de Poutine. Quelle absurdité, quelle foutaise, quelle stupidité, franchement, ce qu'il raconte là. L'armée soutient fermement Vladimir Poutine. Le peuple russe soutient fermement Vladimir Poutine. Il y a une partie de la société russe, je ne sais pas, peut-être 10%, de gens qui continuent à rêver des élites libérales occidentales, comme Ksenia Sobchak par exemple. Et puis, il y a une part plus importante, plus conservatrice, qui veut plus d'action. Ce message, on le retrouve amplifié dans les cercles de Solovyov, puis repris par d'autres. Ce que fait Gilbert Doctorow d'ailleurs, c'est volontaire. Il n'est pas idiot. On sait bien qu'il ne l'est pas, mais il le fait exprès. Il sait très bien qu'il fait écho à une petite minorité. Et le but de cet écho, c'est quoi? C'est de le lancer dans la société occidentale et de le faire revenir en écho. Pourquoi? Parce que là, c'est du sérieux. Tous ces gens qui savent que la Russie est en train de gagner la guerre, ils se sont laissés convaincre que la Russie est vulnérable, qu'on peut avoir une situation à la Gorbatchev ou à la Eltsine. Et ils prennent la révolte de Wagner, en juin 2023, comme preuve. L'idée, c'est de creuser ces fractures. Ce qu'il faut faire, c'est amener le peuple russe à ne plus croire en la Russie, à douter de Vladimir Poutine. Il faut créer l'image d'un Poutine faillible. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donald Trump, lui, sait très bien que tout ce qu'il dit est faux. Ce sur quoi il mise, c'est que le peuple russe finira par perdre confiance. Et le 20 septembre, c'est une date clé dans cette stratégie occidentale. Ils veulent que la Douma soit perdue pour Poutine. Et ensuite quoi? Ils vont rejouer Kerensky, ou répéter 1905-1917. Qui sait ce qu'ils essaient de reproduire dans l'histoire russe? Tous ces historiens non russes qui fouillent le passé, cherchant désespérément un précédent historique pour dire « voilà ce qui va se passer ». Et ce qu'ils veulent, c'est un Maïdan à Moscou. C'est ça. Ils cherchent un Maïdan à Moscou. Ils veulent des foules dans la rue pour renverser Vladimir Poutine, parce que c'est leur seule chance. Regardez tout ça. La coalition des réticents. Regardez les dirigeants qui s'y rassemblent. Les trois grands. Macron. Marine Le Pen vient d'être autorisée à se présenter à la présidentielle. Elle va être la prochaine présidente de la France. Le 18 avril de l'année prochaine, elle sera élue prochaine présidente de la France. Elle porte un bracelet électronique à la cheville. Donald Trump était un criminel condamné et il a réussi à en tirer parti en disant que c'était une manœuvre politique. C'est le plus grand cadeau politique que la justice lui ait fait. Ils ont dit « Tu peux te présenter, mais tu dois garder ton bracelet de surveillance. » Elle dit « Oppression politique des élites macronistes. » Et son parti va se rassembler autour d'elle, avec tous ceux qui détestent ce que fait Macron. C'est la prochaine présidente. Vous pensez qu'elle va se tenir à côté de Zelensky et dire « Oui, on va tout vous donner » ? Vous croyez qu'elle va dire aux Finlandais « Oui, on envoie des rafales avec des armes nucléaires » ? La France, on la retire du jeu. C'est fini. Merkel, c'est du passé. Il a une cote de popularité à 0. Son gouvernement peut tomber à tout moment, parce que pendant qu'il est là-bas, à tout donner à l'Ukraine, son économie s'effondre. Les entreprises ferment les unes après les autres. Il pourrait y avoir bientôt un vote de défiance. L'alternative pour l'Allemagne attend dans les coulisses. Vous croyez qu'ils vont rester là à dire « Oui, donnons tout à Zelensky, c'est une bonne idée ». Et puis, bien sûr, il y a notre bon ami Starmer. Keir Starmer. Son ministre de l'Histoire a déjà démissionné. On
On ne sait pas encore qui va le remplacer. Peut-être ce type de Manchester. Et il pourrait continuer. Mais continuer quoi? Les Britanniques sont une vraie blague. Il n'y a rien de sérieux au Royaume-Uni. Rien de sérieux chez eux. Du tout. Ils peuvent faire venir tous les anciens généraux et les gens du MI6 pour expliquer que Poutine perd le sommeil à cause de la dissuasion nucléaire indépendante du Royaume-Uni. Mais ils ne vous rappellent pas que l'ensemble des sous-marins nucléaires britanniques sont à quai, en réparation, parce qu'ils ont négligé l'entretien à cause des coupes budgétaires. Si vous prenez l'ensemble de l'armée britannique et que vous la mettez dans un de ces stades de la Coupe du Monde, il reste 30 000 places invendues. On peut remplir un stade de foot avec plus de monde que l'Angleterre ne peut en mettre sur un champ de bataille. Et on est censé les prendre au sérieux? Rien de tout ça n'est sérieux. Tout ça, c'est du faux. Regardez chaque exercice militaire en cours. Aucun ne se déroule à l'échelle ou à l'intensité nécessaire pour représenter une menace. J'ai connu l'époque où on faisait reforger le renforcement des forces en Allemagne. Vous savez, on avait déjà 250 000 de soldats américains stationnés là-bas, prêts à se battre à tout moment, et on en avait 300 000 de plus qui arrivaient par avion pour renforcer le dispositif en moins de 10 jours. 10 jours après l'alerte, les troupes étaient transportées, rejoignaient le matériel déjà entretenu, armés, prêts à l'emploi, et partaient au combat. Voilà à quoi ressemble un véritable exercice militaire de guerre. Alors, quand on parle de l'opération Tenderfoot 34, avec 5 types qui viennent faire semblant de s'entraîner, ça, ce n'est pas un vrai exercice militaire. Tant que vous ne mettez pas à l'épreuve la logistique, tant que vous ne me montrez pas que vous êtes capable de mobiliser 75 000 soldats pour les envoyer en Ukraine et les soutenir logistiquement pendant 6 mois, voire un an, vous n'êtes pas crédible. Et l'Europe, c'est une blague. L'armée allemande ne peut rien faire de ce qu'elle voudrait faire. Pistorius a publié un livre blanc, La guerre d'ici 2029. Comment vous allez faire ça? On va construire une armée de 500 000 hommes. Je crois que c'est plutôt 4 et quelques milliers. Comment vous allez faire ça? Vous n'en avez que 148 000. Ils ne vont pas se porter volontaires. 60% d'entre eux ont déjà dit que même si la Russie envahissait, ils ne se battraient pas pour vous. Les militaires allemands, ils ne croient pas en vous. Ils ne croient pas en ce que vous êtes devenus. Ils ne le feront pas. On va instaurer la conscription? Vous voulez voir à quelle vitesse le gouvernement allemand s'effondre. Commencez à enrôler. Tout ça, c'est une blague. C'est une façade. Rien de tout ça n'est réel. La seule chose qui soit réelle, c'est que la Russie est en train de massacrer les Ukrainiens. La Russie avance de manière constante sur un champ de bataille extrêmement dangereux. Et la Russie a une réponse à chaque problème que quelqu'un soulève. Elle n'a perdu aucune initiative stratégique. Et les champs pétrolifères, Scott, ils ne sont pas en train d'exploser? Encore une fois, mon bon ami Gilbert Doctorow, et je dis bon ami entre guillemets, parce que je le méprise. Eh bien, ma conviction vient de l'attaque contre le champ pétrolifère de Samara. Ah bon? Et qu'est-ce que ça t'a posé comme problème, Gilbert? Ils l'ont frappé avec un drone. Oui, ça fait plusieurs années qu'ils sont visés par des drones. Ce n'est pas la première fois. En fait, si on regarde en arrière, je crois que Samara a été touchée 2 fois, en 2025, puis 3 fois en 2026. À chaque fois, elle a été réparée. Parce que les drones qui frappent, Gilbert, ce sont des drones FPV, de la technologie allemande avancée, soi-disant. Non, pas vraiment. En réalité, ils sont faits en contreplaqué. Ils ont un moteur 2 temps. Ils volent à environ 60 km/h, juste assez pour que Starlink fonctionne. Et quand ils frappent, ils transportent une ogive de 60 kg qui fait boum. Quand on regarde comment sont construites les installations pétrolières, on parle de beaucoup de chaleur et de pression.
Donc on parle de tuyaux, de raccords, de rivets, tout ça. Ça peut provoquer un petit raté. On voit une flamme, une fuite enflammée. Je suis formé comme pompier spécialisé dans les champs pétrolifères. Au passage, juste pour que tout le monde le sache. J'ai pris ce métier très au sérieux. J'ai suivi ma formation à l'Académie du Nevada et je l'ai vraiment fait. J'ai éteint des incendies de pétrole, des feux de grands réservoirs, des petits feux aussi. Je sais ce qu'il faut faire. Et les gens qui travaillent sur les champs pétrolifères le savent aussi. Ils interviennent, ils éteignent le feu, ils coupent l'alimentation, ils laissent brûler quand il faut, ils étouffent les flammes avec différents produits. Ensuite, ils font une évaluation, ils remplacent les pièces nécessaires. Parce que d'ailleurs, les champs pétrolifères demandent un entretien constant. Donc, ils ont toujours des pièces de rechange sous la main, ils les installent et en général, une semaine plus tard, le champ pétrolifère est de nouveau opérationnel. Voilà la réalité. Mais Doctorow en a fait un symbole de la vulnérabilité de la Russie face à ces drones allemands avancés, qui, soit dit en passant, n'existent pas. Dans l'exemple qu'il a cité, le New York Times parlait d'une installation secrète qui produirait des drones allemands sophistiqués censés détruire l'infrastructure énergétique russe. Vous avez lu l'article? Le drone ATF-1, c'est un petit drone tactique. 4000 ont été fournis par les Allemands en 2024 aux Ukrainiens. En 2025, environ 2000 ont été utilisés. Mais quand je dis utilisés, le problème c'est qu'ils ont un taux d'échec au lancement de plus de 80%. Du coup, les 2000 restants sont entreposés parce que les Ukrainiens refusent de s'en servir. Ils ne fonctionnent pas. C'est de l'intelligence artificielle. Et l'IA, ça ne marche pas. And what can I as your team's draw? Ils les ont remplacés par le nouveau X quelque chose 2, un drone allemand avancé, sauf que c'est en fait l'équivalent du Lancet russe, qui est en service depuis 2020. Il a été utilisé en Ukraine depuis cette date. Donc en gros, c'est une copie d'un drone russe qui a déjà 4 ans d'expérience au combat. Il n'est pas meilleur que le drone russe. Il utilise la même intelligence artificielle. Et vous savez qui n'utilisera pas ce nouveau drone X au combat? Les Ukrainiens. 75% d'échecs au lancement. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des opérateurs de drones ukrainiens morts? Si vous faites une erreur en tant qu'opérateur de drones ukrainiens, comme vous êtes sous surveillance constante, vous restez là. La guerre des drones, c'est ça. Vous restez assis et vous observez ce que fait l'ennemi. J'ai appris ça des Russes, parce que les Ukrainiens sont plutôt bons aussi. Si les Russes font une erreur, ils se font tuer. J'ai interviewé un gars. Je suis en train d'écrire un article là-dessus en ce moment. Il a été blessé, 12 fois en 2 ans. Il s'est planté parce qu'il a été repéré et bam, il a été blessé, évacué, puis renvoyé sur le terrain. C'est ça la réalité. Sauf que les Ukrainiens, quand ils frappent, ils le font avec d'autres drones, parfois un peu d'artillerie. Les Russes, eux, quand ils frappent, c'est avec des Iskander, des Fab 500. En gros, ils vaporisent tout ce qu'il y a sur place. Si tu fais une erreur, tu meurs. Alors tu es là, dans ton poste de commandement, et tu dois lancer une opération. Très bien, mais les drones arrivent, tu vois, parce que tout ce qu'il y a dans le poste doit être amené sur place. Tu ne fais pas venir un drone déjà monté. Tu l'amènes dans une mallette de transport, et il est là. Tu l'apportes, et maintenant, il faut le préparer. Il y a un peu de montage à faire. Les drones fonctionnent avec des batteries. Donc, il faut choisir la bonne configuration de batterie selon la mission que tu vas faire. Il faut aussi évaluer le système de guerre électronique, voir quelle fréquence tu vas utiliser, ou vérifier que tu as bien le bon câble à fibre optique avec la bonne longueur. Et si tu comptes utiliser une connexion ou des communications par satellite, il faut t'assurer d'avoir les bonnes cartes SIM. Tout dépend du type de mission,
du type d'équipement que tu prépares. On ne lance pas simplement un drone comme ça, il faut le préparer. Tu prépares tout ce matériel et ensuite tu dois le sortir et l'assembler sur le lanceur. C'est un moment de vulnérabilité. Si l'ennemi te repère à ce moment-là, il va te tuer. Parce que même si tu réussis à lancer le drone et à retourner te cacher, ça ne change rien. Ce plank va être pulvérisé. Donc, il faut trouver une fenêtre où l'ennemi est aveugle, où il ne regarde pas. Ces fenêtres sont très petites. Alors, tu sors avec ton drone, tu cliques sur les ailes, tu le poses, tu vérifies tout. Tout est prêt. Tu t'assures que le lancement est bon. Et là, ça ne part pas. Tu dois chercher la panne, tu relances. Ça ne part toujours pas. T'es mort. Tu viens de mourir. Et le pire, c'est que t'es pas encore mort, mais tu sais que tu vas mourir. Tu sais que t'as plus le choix. C'est automatique. Tu vas mourir parce que les Russes t'ont repéré. Et maintenant, les Russes vont te tuer. Alors oui, on peut essayer de se replier, de creuser et de se cacher, mais ça ne change rien, parce que 3 Fab 500 arrivent. Des bombes thermobariques. Elles aspirent tout. C'est fini. Autrement dit, t'es mort. Et les Ukrainiens en ont assez de mourir. Alors ils ont dit, on ne veut pas du drone. C'est ça que Gilbert Doctorow ne comprend pas, la réalité de la guerre. La réalité, c'est que les Russes sont en train de gagner cette guerre, parce qu'ils sont meilleurs que les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont de très bonnes personnes, mais ils meurent. Ils meurent en masse, et ils ne peuvent pas être remplacés. Ils ne peuvent pas l'être. Leurs meilleurs opérateurs de drones, ceux dont j'ai parlé avec les Russes, étaient au départ des gars de reconnaissance. C'étaient des soldats de reconnaissance. Et puis il y avait aussi les troupes d'assaut. C'étaient les gars qui menaient les premières attaques au début de l'opération militaire spéciale. Ces groupes de reconnaissance ou ces unités d'assaut se sont dit un jour, il doit bien y avoir une meilleure façon de faire. Et cette meilleure façon, c'était le drone. Alors ces gars, avec une vraie expertise tactique, sont retournés s'entraîner pour apprendre à piloter des drones, et ils ont commencé à les utiliser dans la réalité du combat. Ils comprennent tout. Ils comprennent vraiment. Je vais vous donner un exemple. On m'a montré ça, un centre de commandement de drones ukrainien. En fait, ils ne savaient pas, ça ressemblait juste à un autre bosquet d'arbres. L'intelligence artificielle disait, voici les endroits qui, selon nous, feraient de bons centres de commandement. Parce qu'il faut tenir compte de choses comme, par exemple, si tu as un groupe d'arbres ici, est-ce qu'il y a un endroit où tu peux tirer un câble pour installer tes antennes là-haut? Parce qu'une fois que tu commences à émettre, tu ne peux plus mettre ton antenne à cet endroit-là. Je sais maintenant que cette antenne doit se trouver à une certaine distance de câble. Donc, je dois installer une antenne de retransmission un peu plus loin. Je dois faire en sorte que l'ennemi regarde dans cette direction. Et j'ai plusieurs centres de retransmission là-bas. Alors, quand ils en font exploser un, je peux passer à l'autre, puis à l'autre. Tu vois, il y a de la réflexion derrière tout ça. Mais les Russes, eux, ils utilisent l'intelligence artificielle pour tout cartographier, pour analyser les schémas de vie, comprendre comment ça fonctionne. Ils savent que des gars transportent du matériel. Alors comment tu t'approches d'un endroit? Qu'est-ce que tu cherches? Quels signes tu observes? Par exemple, de l'herbe aplatie quand des gens sont passés. Parce qu'un groupe de 5 hommes, bien chargés, avance dos à dos à cause des mines. Il faut marcher prudemment, tracer un passage. Mais tu peux pas faire ça, parce que si tu crées un chemin, le drone le repère, te suit et te tue. Les Russes, eux, ils scrutent absolument tout. Il faut tout ramener. Si tu l'apportes, tu le ramènes. Et tu ne peux rien laisser derrière toi. Ce qui s'est passé, c'est que l'Ukrainien s'hydratait, c'est-à-dire qu'il buvait de l'eau. Parce que quand tu fais cette mission, tu restes sur place pendant 14 jours. Toujours au même endroit. Il ne bouge pas, il reste là.
Alors quand tu bois de l'eau, tu la bois et tu es censé jeter la bouteille dans une poubelle. Parce qu'à la fin, tu mets tout dans un sac et tu le ramènes. Mais au bout de 10 jours, tu deviens un peu paresseux, un peu négligent. Apparemment, il était assis là, il a bu sa bouteille et il l'a lancée vers la poubelle. Elle a rebondi sur le couvercle, sur le bord et a roulé sous le feuillage. Et les Russes l'ont trouvé. Et l'opérateur russe, comme ils ont des banques de données, ces gars-là, voilà ce qui se passe. Ils sont là. Et l'intelligence artificielle fait boum, une image s'affiche. L'IA la détecte, boum, le type regarde et dit merde, quoi? Boum, boum, boum. Ok, on a confirmé, c'est une bouteille d'eau. Tu as vérifié quand elle est apparue? Elle n'était pas là il y a 10 minutes. Bouteille d'eau confirmée. Bon, t'en penses quoi? Je pense qu'il y a un gars planqué là-dedans. Tu crois que c'est un poste de commandement? Ouais. Tu veux quoi? 3 Fab 500. Là, t'as un Su-34 qui tourne déjà dans le ciel. Et ils disent, « Hey, on a une cible pour toi. » Ils lui donnent les coordonnées. Il largue. 5 minutes plus tard, tout le monde est mort, juste parce qu'un idiot ne s'est pas levé pour mettre la bouteille d'eau à la poubelle. Voilà, c'est ça. La guerre par drone, c'est bien réel. Et les Russes sont meilleurs à ça que les Ukrainiens. Oui, oui. Merci pour cette réponse complète, parce qu'il y avait beaucoup de spéculations sur ce que fait la Russie, sur ce qui se passe en Ukraine. Je pense que vous l'avez expliqué de la meilleure façon possible pour notre public. Mais je veux juste que le public comprenne une chose. Les Ukrainiens aussi font des choses remarquables. J'étais à Starobelsk, vous savez, le collège qui a été touché. Apparemment, il y avait des Ukrainiens restés sur place. Et c'est une réalité dans la région de Luhansk. Les Ukrainiens appellent les Russes qui restent dans les villages les jdoun, les attendants. Et ce n'est pas un terme flatteur, mais les Ukrainiens ont aussi leurs propres jdoun. Ce sont des gens qui ne sont pas partis quand les Russes ont pris le contrôle, qui ont gardé des liens avec les services de renseignement ukrainiens. Et leur rôle, c'est de rester là et de transmettre des informations. Et ils le font. Vous savez, ils ont même des capacités de drone. Donc apparemment, un de ces jdoun a vu que j'étais à Starobelsk et ils ont lancé 2 drones. Les drones ont été abattus, selon moi, par des contre-mesures électroniques. Ils se sont écrasés et ont explosé à environ 150 mètres. Mais on a dû être évacués, parce qu'à ce moment-là, on était clairement pris pour cible. C'est la réalité. Les Ukrainiens font tout sauter. Sur la route de Starobelsk, sur celle de Gorlovka, et ailleurs, on a vu des stations-service détruites, des camions explosés, des voitures soufflées. Ils tuent beaucoup de civils, des centaines de civils, et ils détruisent énormément d'infrastructures. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus. Mon convoi, celui qui est parti de Melitopol, au départ, on n'était pas un convoi, mais on a fini par en rejoindre un, a été attaqué par des drones Hornet. Les camions armés ont dû les abattre. C'est bien réel. Je ne prétends pas que les Ukrainiens ne font rien. Au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je n'ai pas pu aller à Kherson parce que les Ukrainiens avaient transformé l'autoroute reliant Melitopol à Kherson en une véritable autoroute de la mort. Littéralement. Donc personne ici ne dit que les Ukrainiens ne font rien. Le jour où je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, 96 drones ont été lancés contre la ville. Le jour où je suis reparti, je crois que c'était 93. Quand je suis arrivé à Moscou, à la mi-juin, 555 drones ont été lancés contre la capitale. Et le jour de mon départ, mon vol a été retardé à Vnukovo à cause d'une attaque de drones. J'ai même raté ma correspondance à Istanbul. La réalité des drones est bien réelle. Je ne dis pas que tout cela n'existe pas. Je dis simplement que ça n'a pas l'impact sur la Russie que l'Occident prétend que ça a. Il n'y a pas de panique. Les Russes ont une solution à tout.
Ils sont plus malins qu'on ne le pense. Il y a en Russie une unité de drones qui s'appelle Rubicon. Au départ, quand j'ai organisé ce voyage, j'avais obtenu l'autorisation d'interviewer Rubicon. Mais à cause de la sensibilité de la situation, Rubicon étant le tueur numéro 1 des opérateurs de drones ukrainiens, ça veut dire qu'aujourd'hui, Rubicon est activement traqué par les Ukrainiens. Et les Russes m'ont dit « On ne peut pas te laisser approcher Rubicon. C'est trop sensible. Une erreur pourrait être commise. » Je pourrais par exemple lancer une bouteille d'eau et être repéré par un système de surveillance ukrainien, ou faire un commentaire qui serait entendu, peu importe. C'est trop délicat, parce que la situation est vraiment fragile. Les Russes agissent, oui, mais ça ne leur donne pas le droit de faire la moindre erreur. Et avec Rubicon, ils ne vont prendre aucun risque. Donc, je n'ai pas pu faire les entretiens ni les visites que je voulais avec Rubicon, parce qu'on a estimé que ce n'était pas sûr sur le plan opérationnel. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis là à dire que les Russes font tout ça sans problème. C'est l'un des problèmes les plus complexes au monde. Et si les Russes se trompent, ils meurent. Les Ukrainiens tuent les Russes qui se trompent. C'est la réalité. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette idée d'une présence écrasante de drones ukrainiens qui démoraliserait les Russes, qui les paralyserait, c'est complètement faux. La Russie contrôle la situation à 100%. Les choses se passent exactement comme elle le veut. C'est une situation extrêmement difficile. Une situation où, si la Russie commet une erreur, elle en meurt. Et la Russie fait beaucoup d'erreurs. Donc il y a beaucoup de Russes morts. Pas 35 000, mais quand même beaucoup. C'est une guerre difficile. Mais il n'y a absolument aucune panique. Je n'ai jamais vu des gens aussi sûrs d'eux que les opérateurs de drones russes que j'ai interviewés. Ces gens-là comprennent les menaces. Ils les prennent au sérieux, ils ont déjà été touchés par des explosions et ils savent qu'ils le seront probablement encore. Mais ils croient en leur cause, ils croient en leur capacité et ils ont confiance dans la victoire. Tous ceux à qui j'ai parlé étaient convaincus de la victoire, pas avec la confiance irrationnelle de Donald Trump, mais avec la confiance rationnelle de ceux qui mènent cette guerre, non pas depuis 4 ans, mais depuis 12 ans. Parce que la grande majorité d'entre eux se battent d'une manière ou d'une autre dans ce conflit depuis 2014. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. Parfait, parfait. Votre réponse sur l'Ukraine et la Russie était vraiment importante, et elle arrive à un moment très opportun. Beaucoup de gens voulaient entendre ça, ce qui se passe dans le cas de l'Ukraine. Merci infiniment. Toujours un grand plaisir, Scott. Merci, Nima. Passe une bonne journée. Merci. Merci.